En tout cas, merci pour vos interventions. Donc, ce matin, on a vu beaucoup la révolution des services qui sont opérés dans vos entreprises respectives. Et j'avais une question plutôt sur l'organisation des entreprises, parce qu'en France, on fonctionne beaucoup en mode silo, et je voulais savoir si ça avait eu un impact au sein de BMW et IBM, justement. Est-ce que vous fonctionnez plus en mode start-up maintenant en interne pour intégrer ces nouveaux services, ou avec un système un peu plus traditionnel, ça fonctionne quand même, enfin cette transformation? C'est une bonne question. Pour nous, ça a eu deux impacts. Le premier, c'est qu'on a eu avant tout ce qui était développement du réseau, c'était finalement une activité du marketing. On s'est rendu compte que ça avait besoin d'avoir des spécificités, des spécificités assez proches, et donc on a créé une approche qui est en charge de tout ce qui est le développement du retail. Donc on a intégré une dimension retail à l'intérieur de l'organisation, qui a eu pour vocation à la fois de créer des standards, de mieux standardiser, mais en même temps d'être beaucoup plus agile sur la connaissance client et de pouvoir s'alimenter. Donc pour nous, assez clairement, ça a créé un département, ou en tout cas une organisation qui est en charge de rendre tout notre réseau beaucoup plus agile par rapport aux évolutions que je vous ai montrées tout à l'heure. Oui, alors nous en fait, d'abord l'organisation matricielle fait que, alors c'est un peu compliqué, mais en même temps ça fait remonter, pour des sujets de spécialisation, ça fait remonter justement des besoins du marché, etc. Donc je dirais qu'il y a eu un décloisonnement par l'organisation matricielle, que l'on n'avait pas du tout avant, et on l'a en France, on l'a bien sûr dans tous les pays. La deuxième chose, c'est l'idée d'avoir des centres de recherche ou des centres de développement un peu à différents endroits. D'accord. En France, on a 700 développeurs, donc on a un France Lab. Je dirais que pour nous, c'est hyper important parce que voilà, on sait qu'il y a une communauté aussi qui est imprégnée là et qui travaille là-dessus. Ensuite, on a créé quelque chose un peu nouveau au moment de notre stratégie digitale, parce que là, on s'est dit, si on a une approche traditionnelle, on ne va pas s'en sortir. Quand même aussi un grand changement. Nous, on ne peut pas être digitaux, sinon on paraît ridicule. Hein. Donc, et pourtant, il y avait des gens qui résistent un peu au sujet. Donc, on a créé ce qu'on appelle les Design Labs, qui sont en fait... et là, on a choisi les sujets qui nous paraissaient les plus compliqués à traiter. Et là, on a créé comme des incubateurs. Donc, il y a des IBM, alors, des chercheurs, des spécialistes, des agences de com, par exemple, des consultants externes, des startups. Et on fait une équipe qui travaille alors en mode, c'est même pas de l'agile, c'est de l'hyper-agile. Donc, très différent. Voilà. J'ai une question pour M. Jaladi. Qu'est-ce qui a changé question pour M. Jaladi. Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui va changer dans vos méthodes de vente plutôt, qu'est-ce que les véhicules électriques, l'arrivée des véhicules électriques vont révolutionner ou pas dans vos méthodes de vente et dans votre marketing en général? Déjà, la voiture électrique, c'est un phénomène qui est inéluctable. Donc, on y va, il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est simplement une tendance de l'histoire. On est un peu dans le même phénomène que le lancement de l'iPhone et des apps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que le modèle fonctionne, il faut que l'écosystème soit présent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des infrastructures et puis il faut qu'il y ait des produits qui puissent offrir une gamme. D'avoir une gamme de produits qui puissent correspondre. Ce qu'on voit, c'est que les constructeurs y arrivent avec des modèles hybrides, plus ou moins électriques, plus ou moins développés. Pour nous, ça a clairement créé une approche qui est un petit peu différente. C'est qu'au-delà de nos concessionnaires, on a créé un système d'agents. Donc, la différence entre les deux, c'est que quand vous êtes une concession, BMW vous donne, sous réserve de respecter un certain nombre de standards, la possibilité d'acheter des voitures et les vendre sous un certain modèle. Le modèle d'agent est un tout petit peu différent. C'est qu'on vous autorise à pouvoir faire de la vente de voitures, mais on reste propriétaire des voitures. Donc le modèle est un tout petit peu différent, avec des impacts de propriété de stock, connaissance du client, de tout ce qui est services annexes, de pouvoir les développer. Donc aujourd'hui, ce qui change réellement, c'est entre le modèle électrique tel qu'on l'a conçu aujourd'hui, mais pour pouvoir le développer, on est vraiment dans un mode, dans une industrie start-up, hein, de pouvoir avoir ces voitures qui arrivent avec une infrastructure qui n'est pas encore complètement là. On veut vraiment maîtriser l'écosystème, à la fois l'approche de recharge, mais aussi la relation qu'on a avec nos clients et la possibilité de gérer, de récupérer des batteries après 7 ans, une fois qu'on a passé la période de garantie. Donc ça change effectivement toute la relation qu'on a avec notre réseau de concessionnaires, qui n'est plus uniquement dans ce cas précis de la voiture électrique à commercialiser des voitures, mais en tout cas à proposer et à conseiller cette voiture auprès de nos clients, où le constructeur a une relation directe avec le client final.
J'espère que ça répond à votre question. Où est-ce que vous en êtes chez BMW du sharing, du business model lié à la location de véhicules plutôt qu'à la vente de véhicules? Au-delà du modèle électrique, qui est un modèle qui arrive, il y a un modèle qui est assez fort dans l'automobile, c'est qu'on passe vraiment de la possession de la voiture à l'usage. Ça, c'est un phénomène, et on a un peu tendance à l'oublier, mais finalement, le loueur de voitures, ça a été le business de la location de voitures, ça a été pour la première fois. On met à disposition des solutions de mobilité sous réserve à condition de le payer. Donc ça, c'est cette évolution. Ce qu'on voit apparaître, c'est qu'il y a beaucoup de solutions de partage, d'auto-sharing. On a une filiale qui est dédiée à ça, qui s'appelle Alphabet, et qui est en charge de proposer des solutions qui permettent, par exemple, d'avoir une voiture électrique la semaine et d'avoir une voiture thermique le week-end. Donc d'avoir des forfaits qui permettent de s'adapter à l'évolution ou de pouvoir, dans certaines périodes, de pouvoir avoir deux familiales ou un cabriolet avec les beaux jours qui arrivent. Donc de pouvoir vraiment transformer votre approche. Et pour nous, c'est une structure qui a été développée et qui se renforce de façon spécifique, mais qui est une filiale dédiée à ça, à proposer des solutions de mobilité de façon beaucoup plus large sur toutes les dimensions des voitures, de l'électrique au cabriolet, à la familiale. FABE? Pardon? Ça Alphabet. Alpha. Vous êtes encore sur on va dire un modèle expérimental ou c'est une activité qui est structurée Non, c'est une activité qui est très structurée et qui se développe extrêmement vite puisqu'on voit que et de plus en plus, et notamment dans les centres urbains, il y a cette volonté de pouvoir avoir beaucoup plus de flexibilité. De la possession à l'usage, il y a deux paramètres que vous devez maîtriser et qui ne sont pas évidents. C'est soit vous avez une liberté totale, je possède ma voiture, je peux l'utiliser quand je veux, ou vous avez une flexibilité totale, mais avec parfois des contraintes qui sont imposées. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le bon modèle au bon moment? Ce qu'on essaye de réconcilier avec des forfaits qui sont structurés, c'est de pouvoir à la fois réconcilier les deux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'engage à vous proposer une voiture, pour reprendre cet exemple-là, électrique durant la semaine et thermique durant le week-end, vous êtes certain de pouvoir déposer le vendredi soir votre voiture électrique et d'avoir la voiture que vous le souhaitez le week-end. Donc d'avoir des forfaits qui sont vraiment adaptés à votre besoin, c'est ce vers quoi on évolue. Il y a beaucoup de solutions, c'est un secteur qui évolue très très rapidement. Dans le prolongement de cette question, vous situez à quelle date une pub qui verrait BMW sans engagement, 150 € par mois en prime time de la télévision? Alors, sans engagement par mois, alors une pub télé, je ne sais pas. On a aujourd'hui fait, et dès l'année dernière, c'était en affichage 4x3, donc c'est... où on était vous aviez une série 1 à 290 € sans apport et pour une durée de 3 ans avec entretien inclus. On reste dans l'univers haut de gamme, donc on n'est pas dans une bataille de prix assez clairement, mais en revanche de proposer des solutions qui sont accessibles. Quand on regarde à 290 € pour entretien inclus, garantie inclus pour une période de 3 ans, ça commence à être des solutions qui nous ont permis de toucher des clients auxquels on ne parlait pas habituellement. Mais en revanche, vous allez voir qu'au mois de mai, on va plutôt parler d'un apport et en tout cas de solutions autour de la voiture électrique en prime time à la télé avec des solutions de financement qui sont extrêmement intéressantes. À nouveau pour M. Jaladi, est-ce que dans le cadre de la relation client, vous envisagez, ou peut-être vous le faites déjà, de vous positionner sur les formations éventuellement à l'éco-conduite pour vos clients? Des formations d'aide à la conduite? À l'éco-conduite, à des conduites plus respectueuses de l'environnement, par exemple, plus écologiques et plus économes aussi en énergie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses. Sur la formation, on a une fondation qui permet de la conduite responsable. Donc là où il y a besoin d'avoir une formation sur laquelle on intervient de façon assez souvent dans différents organismes, et on fait passer au moins 1000 jeunes avant le permis de conduire de pouvoir tester nos voitures. Donc ça, c'est la partie formation. Pour ce qui est en tout cas de la conduite éco-responsable, là, j'allais dire, il n'y a pas besoin de formation puisque la voiture vous informe. Vous avez un système qui est efficient dynamique et sur nos voitures électriques, vous avez même un mode qui vous dit
quelle est votre conduite, et vous avez même un mode que vous pouvez moduler, qui vous permettent de réguler votre voiture. Typiquement, ça va couper l'ensemble des climatisations, l'ensemble des systèmes électriques qui vont à la fois vous permettre d'avoir une voiture qui va gagner en autonomie, mais qui va être moins consommatrice d'énergie. Mais ça, sur les voitures thermiques, on l'a aussi aujourd'hui, qui vous permet exactement de vous dire, avec énormément de systèmes, mais qui vous permet de vous dire, ben voilà, quelle est votre conduite et comment vous vous situez par rapport à des cycles de consommation, avec même des recommandations de lever le pied ou de pouvoir, en niveau urbain, de pouvoir s'arrêter plutôt que de garder le moteur allumé. Donc c'est des choses qui existent aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment de la formation, c'est plutôt de l'aide à la conduite, on le voit vraiment comme ça. J'ai une question pour Mme Kozlowski. Changer un peu. Quel a été, pendant ces 25 années de transformation, quel a été le taux de turnover du management, enfin des plus hauts niveaux? Quel est votre retour d'expérience en termes de résistance au changement sur cette population spécifique? Des managers et des patrons qui vendaient du matériel ou un certain business model et qui, 25 ans après, en 25 ans, on leur demande de changer complètement leur mindset et de vendre autre chose. Oui. Alors, globalement, on a un turnover qui est inférieur au taux de marché. Donc, c'est quelque chose que l'on regarde pour les collaborateurs comme pour les managers. On regarde ça sous différentes dimensions, bien sûr, par rapport à ce que je vous disais sur la diversité, on surveille aussi le turnover sur les populations où on veut encourager, je dirais, les contributions. On regarde aussi par rapport aux performeurs, au niveau de performance des gens, etc. Donc je dirais qu'aujourd'hui, et assez régulièrement, en fait, notre taux d'attrition est inférieur à celui du marché. Après, vous pouvez ne pas avoir l'attrition et effectivement avoir des gens qui le vivent mal, etc. Donc là, je dirais globalement, on a été assez impressionné par la capacité d'adaptation des gens. Je vois par exemple des gens qui étaient dans les fonctions support, qui ont fait des virages à 90 degrés pour prendre d'autres responsabilités. Vous avez beaucoup de fonctions support donc, qui ont fait l'objet de transformations lourdes, d'accord? Et donc, ce que ça a changé dans le rôle des gens, c'est qu'en fait, il faut les orienter vers des rôles un peu plus de consultants. Parce que je vous prends un exemple sur la compta. Le patron de la compta en France avant, c'était quelqu'un qui avait une armée sous lui. Après, progressivement, la compta est partie à Bordeaux, elle est allée à Portsmouth, elle est allée à Bratislava. Et en fait, lui, son profil, je veux dire, sa valeur ajoutée est devenue hyper différente. Et c'était vraiment beaucoup plus du conseil. Après, bien sûr, il y a des gens qui ne se sont pas retrouvés, je dirais, dans le nouveau modèle. Voilà, ça arrive. Hein. Mais je dirais que fondamentalement, l'attrition n'a pas été notre difficulté. Donc, c'est plutôt de faire un travail très approfondi de la courbe d'apprentissage et quel parcours peuvent faire les gens. Mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est de voir, je trouve, la capacité à traverser les passerelles entre des fonctions ressources humaines, des fonctions face aux clients, des fonctions en delivery. Moi, je m'intéresse beaucoup au parcours des gens parce que je trouve qu'au-delà des statistiques, quand même, après, il y a des vraies histoires. Je suis assez fascinée de voir justement la capacité de rebondissement des gens. Voilà. Donc je dirais que nous, notre enjeu aujourd'hui, il est sur le fait que tous ces process de ressources humaines soient faits sérieusement et de façon approfondie. C'est-à-dire quand on dit tout le monde doit avoir fait son plan de formation pour telle date et c'est dans les systèmes. Oui, alors on le voit dans les systèmes. La question c'est est-ce que vraiment la discussion a eu lieu en profondeur, voilà, sur les compétences, le next job c'est quoi, dans 2 ans c'est quoi, etc. Bonjour, Lucas Giovanni. Je vous remercie d'abord pour la présentation. Les 3 communiques illustrent parfaitement la transformation des business models dans vos sociétés respectives. Ma question s'adresse à tous les 3. Porte plutôt sur partie chronologique et méthodologique. Quand vous avez commencé le jour où vous avez dit « Tiens, il faut que je change quelque chose dans mon business model, sinon c'est irrécupérable par la suite ». Vous avez commencé par CAPEX, OPEX, ou vous avez commencé par RH
ou organisation? Par où, chronologiquement et méthodologiquement, vous avez commencé à changer? Merci beaucoup. Allez-y, allez-y. Je vais peut-être commencer. Nous, on était sur des logiciels de 3D, une centaine de personnes depuis une dizaine d'années. Et donc, clairement, on a senti un marché tourner par rapport à des besoins en impression 3D. On a à peu près 3000 clients industriels. Et la première étape, ça a été on a changé de business model, un petit peu comme IBM, mais à l'envers, puisque nous, on faisait du logiciel, de l'intégration de logiciels du service, et il a fallu aller faire de l'intégration de machines et du conseil en utilisation de solutions de fabrication additive. Donc la première étape a clairement été sur des RH avec des équipes techniques qui soient capables d'aller installer des machines, des équipes logistiques aussi, puisque c'était assez nouveau pour nous, de faire des imports, des installations, etc. Donc on a commencé par cette partie-là. Voilà. Donc Apex Opex. Et nous, on a été un peu hybride, hein, sans jeu de mots, mais d'avoir une approche où le business model nous a été, le marché a évolué. Donc on a été un peu obligé de le suivre pour des raisons clairement économiques, hein, c'est de pouvoir s'adapter. Mais rapidement, on s'est rendu compte du poids de l'humain là-dedans et de pouvoir avoir les bonnes personnes. Quand on voit les évolutions dans la relation client, de passer d'un vendeur qui est capable de pousser une voiture à aujourd'hui un conseiller qui est capable de comprendre l'ensemble du besoin avec une gamme qui est beaucoup plus large, avec des solutions de financement, avec des solutions qui vont au-delà de la voiture d'autopartage, on a eu besoin d'avoir des bonnes personnes. Donc ça a été un petit peu subi au départ par l'évolution du marché, en tout cas adapté à l'évolution du marché, et ensuite avoir une conséquence humaine assez claire. Bonjour. Ma question s'adresse également à tous les trois. Je me posais la question de la place que vous accordez à l'innovation ouverte, à l'open innovation dans vos process. Comment vous intégrez vos partenaires extérieurs, et est-ce qu'à terme, dans votre proposition de valeur, il y aura une place pour l'open source, pour des logiciels non propriétaires ou des exemples plus ouverts? Moi, je vais aussi commencer à répondre. Là, je vais plutôt parler de la communauté autour de l'impression 3D plus que de ma société. On est clairement dans l'impression 3D est née grâce à l'open source, en fait. Il y a toute une communauté qu'on appelle, ce que les gens bien informés appellent les makers, donc les gens qui fabriquent des produits. Et aujourd'hui, à peu près dans toutes les écoles d'ingénieurs, il y a ce qu'on appelle des communautés Fab Lab qui se mettent en place. Et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, sur lesquels les pouvoirs publics commencent à se pencher de façon assez avancée. Parce qu'en effet, grâce à des logiciels libres, aujourd'hui on a des logiciels en 3D qui sont libres, on a la possibilité de télécharger, alors là je parle des petites machines d'impression 3D, hein, des plans même de sa machine pour la fabriquer soi-même, etc. Et donc il y a toute une nouvelle communauté de concepteurs qui font que l'imprimante 3D leur donne accès à de la conception qui n'était pas possible par le passé, en fait. Alors, elles sont aujourd'hui assez difficiles à structurer, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui se font, etc. Il y a un syndicat des Fab Labs qui s'est mis en place, sur lequel on commence à travailler, et sur lequel on leur fournit des logiciels, on les aide à... il y a des gens qui sont formés gratuitement sur les logiciels, parce qu'encore une fois, sur l'impression 3D, la vraie clé, c'est la formation sur le logiciel en 3D. Bon, pour nous, c'est un incontournable, évidemment, et je pense que dans notre photo très noire des années 90, on était hyper propriétaire, et donc, bien sûr, l'un des aspects de la transformation, ça a été de devenir non seulement ouvert, mais aussi un acteur d'encouragement de cette ouverture. Donc, en fait, on fait régulièrement des partages avec la communauté open source de nos technologies. Juste pour citer un exemple récent, la révolution autour des données, etc., c'est l'informatique cognitive. Donc, je pense que vous avez dû entendre parler de Watson, qui est en fait vraiment le dernier né, je dirais, qui permet d'être auto-apprenant. C'est un système qui est auto-apprenant, qui comprend le langage naturel, qui va
donner des appréciations, des jugements et devenir de plus en plus intelligent. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Évidemment, en tant que tel, tout sec, c'est intéressant, mais ça pourrait être encore plus palpitant si d'autres développeurs, acteurs en dehors de nous, et nous bien sûr, amènent de la valeur en personnalisant, parce que dans le secteur médical, c'est évident que ça va aider, etc. Donc là, on a partagé avec la communauté un certain nombre de briques de Watson, de cette technologie cognitive. Donc c'est justement pour favoriser l'émergence de solutions décoiffantes dans le domaine de l'informatique cognitive. Alors la deuxième chose que l'on fait, c'est des jams, donc c'est des discussions, des brainstorming online qui par exemple vont durer quelques jours à travers le monde, où là on encourage des tas de gens à participer, à l'extérieur, des clients, des gens du monde de l'IT. On en a fait il y a quelques années un gros qui a duré une semaine et qui était vraiment sur le thème de l'innovation. Et ça, c'est donc comme un brainstorming, mais vraiment online, avec des facilitateurs. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que de là, il ressort des choses qui après sont récupérées, quoi. Voilà. Donc, c'est différentes formes, je dirais, d'innovation ouverte. Et pour la voiture, l'industrie automobile au sens large, hein, c'est un domaine très propriétaire. Mais il se trouve que depuis récemment, la voiture devient de plus en plus connectée. Donc on passe d'une voiture qui est vraiment un univers clos à finalement une voiture qui devient de plus en plus un device, hein, qui est capable de communiquer, de se connecter. On n'est pas encore à l'open source, pour être tout à fait honnête. En revanche, on intègre de plus en plus des applicatifs à l'intérieur de la voiture, que ce soit pour la musique, des Deezer, Spotify ou d'autres systèmes de cartographie qui sont directement intégrés dans l'OS de la voiture. Mais ça sera à terme, c'est une tendance qui viendra de pouvoir intégrer des technologies open source, avec la limite qu'à partir du moment où on touche au système électronique, il y a des notions de sécurité qu'il faut vraiment pouvoir contrôler et maîtriser. Donc ce n'est pas encore d'actualité, mais ça fait partie des évolutions vers lesquelles on viendra, avec des solutions intelligentes qu'on puisse tester. Dans vos voitures, c'est votre OS ou c'est Android Non, c'est notre OS, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu puisque nos amis d'Apple qui souhaitent évidemment rentrer, il y a Google qui veut venir évidemment, parce qu'il y a une notion de la donnée, mais ça reste un domaine propriétaire qu'on souhaite conserver propriétaire, et en revanche de pouvoir l'ouvrir à d'autres applicatifs. Je reviens sur votre offre Alphabet, en fait, où vous dites que vous mettez à disposition des utilisateurs une voiture, vous leur mettez à disposition le bon modèle au bon moment en fonction de ce qu'il fait, du temps, etc. J'imagine que la personne va trouver un forfait, par exemple, sur Internet, qu'elle va peut-être chercher la voiture dans la concession. Les voitures, vous dites qu'elles vous appartiennent. Quel est le rôle du concessionnaire et comment peut-il en tirer profit ? Dans le modèle d'autopartage, aujourd'hui, c'est entièrement géré par Alphabet pour des raisons, c'est un modèle qui évolue, hein, mais pour des raisons à la fois de logistique et technique où le concessionnaire intervient en support. On est vraiment dans une approche comme ça aujourd'hui. Après, c'est vraiment un service qu'on souhaite déployer de façon un peu plus intense, comme ça a été il y a quelques années avec les solutions de financement, où c'était uniquement notre société financière qui était capable de gérer ce type de produit-là. Aujourd'hui, un conseiller en concession est capable aussi de proposer des solutions de financement. Donc c'est plus une maturité du marché. Aujourd'hui, on souhaite garder un contrôle de cette notion d'autopartage avec une société experte pour ensuite pouvoir le développer dans le réseau. Et où le concessionnaire intervient en fournissant les voitures qui correspondent. C'est un modèle, le modèle de l'autopartage, c'est que finalement, ça revient, pour être assez simple, c'est une forme de location. C'est une location avec des voitures qui sont un petit peu différentes. Sauf que ça amène une complexité, que vous avez des voitures différentes sur des durées qui sont un peu plus flexibles, intégrées dans le cadre d'un forfait. Donc c'est un montage financier qui est un tout petit peu plus compliqué, où évidemment le concessionnaire qui prête ses voitures, ou qui met à disposition ses voitures, plutôt a un avantage financier à louer cette voiture dans le cadre de ce package-là, si j'ose dire. Très bien. Je vous remercie beaucoup tous les trois de cette participation aujourd'hui. L'ESSEC ici, ça a été notamment créé il y a une dizaine d'années, notamment avec l'appui de BMW, parmi d'autres acteurs, EDF notamment, et CSC que vous voyez tout le temps. Et celui qui avait été un des instigateurs des matins d'innovation chez CSC, c'est son président notamment France et Europe du Sud, Claude Tchaikovsky, qui fait le plaisir de venir aujourd'hui pour notre matin d'innovation. Et
Je voudrais simplement dire quelques mots de conclusion pour aujourd'hui. Je vous en prie, Claude. Merci beaucoup d'être là parmi nous. Merci Xavier. En fait, j'étais ex-président de CSC, des activités consulting mondiales et aussi donc, en France et en Europe. Mais surtout, moi je suis ravi, surtout très intéressé, de voir la qualité des présentations, la qualité des questions. Et j'essaye de revenir un peu en arrière, parce que je suis aussi membre de l'International Advisory Board de l'ESSEC et à l'origine en fait de l'ISIS. Et si vous voulez, à l'origine de l'ISIS, on en parlait déjà en 95. Je se disais voilà, en fait plusieurs défis. Défis, on est dans une société qui est apprenante. Donc l'ESSEC, bien sûr, l'enseignement, mais on voit bien que la société dans laquelle on vit, on apprend tous les jours. Et on est dans une société innovante. L'innovation, c'est plus l'entreprise qui l'amène vers la société, mais c'est la société, à travers tous les moyens et toutes les techniques qui sont mises à disposition, eh bien, qui invente et qui innove. Et ensuite, les entreprises doivent s'approprier en fait cette innovation. Et donc ceci nécessite une transformation permanente, une transformation du management, des process, des techniques, de l'éducation. Et face à ces défis, on s'était dit, voilà, il faut essayer d'inventer quelque chose de nouveau. D'abord, de se projeter dans une stratégie où on voit que l'on va passer d'une culture où on possède une technique, où on est industriel, vers une culture du service. Et tout ça à travers l'innovation. Et c'est ce qui a permis, en fait, de créer l'ISIS. Et ensuite, c'est une collaboration effective et forte, notamment avec des acteurs qui sont BMW. À l'époque, il y avait aussi l'EDF et puis Bouygues, notamment Bouygues Télécom, dont on a parlé un peu, qui avait passé de très très bonnes choses et ensuite a eu quelques problèmes d'innovation et aussi d'élargissement de son spectre international. Donc on voit vraiment que cette problématique est devenue aujourd'hui réalité. Et compte tenu des questions que vous avez posées et aussi de la qualité des présentations, notamment la transformation d'IBM, IBM propriétaire finalement de Hard qui se lance effectivement dans une évolution et une innovation permanente en ce qui concerne les techniques qu'eux-mêmes vont mettre à disposition, mais aussi en termes de gestion de ressources humaines, sur la transformation des équipes, pour apporter des services. On le voit sur les imprimantes 3D. Finalement, l'imprimante aujourd'hui, elle va servir, elle va transformer complètement le monde industriel et aussi le monde commercial. Et puis, même BMW, on savait que c'était le service qui était quand même ce qui vendait, mais là, on voit que c'est la valeur d'usage. Et donc, les transformations dans les modèles économiques vont être dramatiques. Puisque si on a un usage de l'automobile, pourquoi être propriétaire de l'automobile? Donc il va falloir gérer très très clairement cette innovation pour éviter d'avoir des ruptures économiques et de voir en fait le revenu et le profit venir dans 2 ans. Donc tout ceci en fait contribue véritablement à nous enrichir et je remercie Xavier et l'ensemble des auditeurs ici pour la qualité des interventions et de cette collaboration. Merci à vous. Au revoir.